Comme tous les pays de la péninsule arabique, que les Romains surnommaient l'Arabie heureuse, Oman connaît de fastes décennies grâce aux profits pétroliers. Mascate, la petite capitale du sultanat, semble assoupie au pied de ses collines. Où sont les gratte-ciels, les banques et les tours de verre des capitales du Golfe? Oman n'est pas Dubaï. Sa Majesté, le sultan Qaboos, préfère maîtriser le destin de son pays qu'assister à son explosion. De Mascate, je me lance sur la piste de Simbad le marin. Sur l'océan Indien, il chercha l'aventure, la gloire et la fortune. Je vais quant à moi suivre par voie de terre les côtes qu'il longea en bateau. Puis je passerai au Yémen pour rejoindre Sanaa et la mythique Aden. Les Bédouins d'Arabie ont troqué leurs tentes contre les hypermarchés. Est-ce parce qu'ils savaient vivre avec tant d'élégance dans les aridités qu'ils semblent si à l'aise dans les duty-free glacés? Acheter est le credo des anciens nomades convertis à la modernité. Et même la loi islamique qui impose le port du voile s'accommode très bien des règles de la société de consommation. Dans certaines familles, on nous laisse nous vêtir à l'européenne. Moi, j'aime mêler les deux modes, occidentale et orientale. Parfois, je sors avec ou sans mon voile, avec ou sans l'abaya, c'est-à-dire la tunique. Aujourd'hui, je suis sortie sans l'abaya. Mais lorsqu'on va dans les villages, à la campagne, nous sommes tenus de le porter. Quand on va en zone rurale, on sait qu'il faut le porter. À Mascate, dans la capitale, c'est fréquent de voir des filles en jean, habillées de façon très moderne et recherchée, mais qui portent l'abaya par-dessus tout cela. En fait, il n'y a pas de règle. Même le port de l'abaya répond aux modes. L'une des caractéristiques qui distingue Oman des autres pays du Golfe réside dans le statut relativement meilleur réservé à la cause féminine. Une fidèle de l'association des femmes tente de me convaincre qu'Oman est un îlot de libéralité. Louange à Dieu et gloire à Sa Majesté le sultan Qaboos bin Saïd, le glorieux. Que Allah assure longue vie au sultan d'Oman qui a encouragé la femme à conquérir sa place dans la société. Le sultan a mentionné les droits de la femme dans la Constitution. Notre statut nous assure l'égalité avec l'homme. Les femmes en Oman sont distinguées et intelligentes. Elles occupent des postes et des fonctions de haut niveau. Grâce à Dieu, nous avons par exemple 3 femmes ministres dans notre gouvernement. Pour défendre les intérêts des femmes d'affaires, nous avons une chambre de commerce qui nous est dévolue, ainsi qu'un conseil économique des femmes. Je me demande quelle est la part de vérité derrière ce discours qui me paraît quelque peu récité. Je ne m'attarde pas sur les jetées du port, car ma route est encore longue. L'esprit de Scheherazade est pareil à la fumée d'encens, aussi envoûtant, aussi insaisissable. Je n'ai plus de temps à perdre. Déjà, il me semble être resté trop longtemps dans cette ville assoupie sur ses anciens lauriers. Autrefois, de Mascate, on larguait les amarres pour gagner le large. Moi, je tourne le dos à la mer pour rejoindre Sour, à plus de 300 km. En Oman, on se lance à l'assaut des montagnes comme si c'était des citadelles, en cherchant à se faufiler dans les failles du rempart. La route suit la trouée de Samaïl, un des filets ouverts dans le bastion du Djebel Akbar. Au bout de ces lacets, je trouve ce que je cherche, des lieux où souffle l'esprit du monde. Sur un balcon de roche déporté sur le vide, je pense à ces hommes qui, pierre à pierre, ont juché leur village sur des pitons de roche pour piqueter la montagne de jardins suspendus. Sous la fraîcheur des palmiers de Bigat al-Maoz, prospère le fragile organisme de l'oasis. Point de rencontre entre le génie jardinier d'un peuple et les faibles ressources d'un oued, l'oasis est une ode à la vie, murmurée par les palmes, à la terre fructifiée. Le désert approche, déjà devant les sables, la montagne tire sa révérence. Au début, je crois à une vision de l'ancienne époque, du temps où les caravaniers de l'encens menaient leurs chapelets de chameaux chargés de pierreries et d'encens par-delà les sables du Wahiba. Mais je comprends vite que les jeunes chamelons de ce soir, avec leur étrange muselière,
sont en fait des bêtes dressées pour le jeu préféré des Bédouins, la course. Demain, les montures de cette écurie se mesureront à celles d'autres éleveurs venus des quatre coins de l'Ergue, comme Abdullah, un entraîneur qui m'invite sur son campement. Il m'apprend qu'autrefois, c'étaient les enfants qui menaient les montures. Le progrès plie même à sa loi les traditions les plus populaires. L'année dernière, un gamin est tombé et il s'est fait de graves fractures au dos. Maintenant, il est paralysé. C'est arrivé très souvent. Maintenant, grâce au robot, on a réglé efficacement le problème. Il n'y a plus de danger. Le robot est installé sur le dos du chameau et la cravache est animée grâce à un petit boîtier radiocommandé. Nous suivons les chameaux en voiture sur le côté des pistes de course et quand il faut cravacher, on appuie sur notre boîtier. À l'aube, tout est en place pour la grande réjouissance. Certains de ces éleveurs ont roulé toute la nuit pour être de la partie. Chameaux harnachés, robots branchés et hommes impatients n'attendent que le signal d'Abdallah, chef de course, pour lancer leur monture. Le lieu de la compétition a été tenu secret jusqu'à la nuit dernière. On m'a prévenu il y a quelques heures seulement, en me faisant comprendre que certains concurrents n'aiment pas voir traîner des regards occidentaux pendant les courses de chameaux. Ces réunions se tiennent dans une quasi-clandestinité. L'islam interdit les jeux de hasard et les paris d'argent. Le voile de poussière sera-t-il assez épais pour masquer aux yeux du ciel le forfait des hommes? Voilà que moi-même je commence à trépigner comme les bêtes. Je suis impatient de les voir engloutir le kilomètre 500 qui les sépare de la ligne d'arrivée. Il y aura ainsi 10 sessions au cours de la matinée. L'enjeu de ces compétitions est crucial. Les bêtes les plus rapides iront concourir devant les émirs de Dubaï. Les autres finiront leur carrière sur les étals des bouchers. Les propriétaires rêvent de destins internationaux, les vainqueurs repartent couverts de prix, le peuple, lui, a savouré un spectacle au goût d'interdit. Ce chamelon a gagné le premier prix. C'est une voiture toute neuve. On m'en a proposé 7000 rials, soit 13 500 €. Mais je ne veux pas le vendre. C'est mon chameau, c'est moi qui l'ai entraîné. Les sables rouges du Wahiba déroulent leur velours jusqu'à la côte que je rejoins, au sud-est, pour une toute autre invitation au voyage. Ces charpentiers sont les dépositaires d'une technique de construction qui se meurt. Ici, à Sour, appareillaient des navires qui firent la gloire de la marine arabe. Goutres et sambouks hissaient leurs génois triangulaires pour s'assujettir les flots jusqu'aux confins du monde connu. Mais il est loin le temps où Simbad et ses compagnons larguaient les amarres vers des parages lointains et dangereux.
Aujourd'hui, c'est au titre de la conservation du patrimoine que le chantier de Sour, le dernier du pays, sort encore de son hangar quelques boutres de bois destinés à de riches nostalgiques épris d'architecture navale. Mais en Oman, il n'y a pas que les marins à répondre à l'appel océanique. À 50 km au sud de Sour, des tortues vertes hissent leur gaucherie sur les plages de la réserve naturelle de Ras Al Jeniz. Après des milliers de kilomètres dans les mers du globe, elles reviennent déposer leurs œufs à l'endroit précis où elles sont nées. Seuls 3 pour 1000 nouveau-nés parviendront à l'âge adulte. Les renards, les crabes, les poissons et les oiseaux marins sont des ennemis implacables. Ce matin, la Luftwaffe des mouettes lamine la Turtle Navy. Et le soleil, indifférent, achève d'éclabousser le lieu de ce massacre, nous rappelant qu'il faut continuer ce jeu si triste et si beau qui s'appelle la vie. Mais comme le dit Sheherazade dans les 1001 nuits, l'aube succédant à la nuit, il est temps d'interrompre le récit. Plus au sud, sur la grève du port de Sarab, Simbad de la mer ne reconnaîtrait rien du sultanat d'Oman, où il vécut tant de frayeurs et connut tant de fastes. Depuis, le pétrole a jailli à la surface de l'Arabie bédouine. La modernité a fait son œuvre. Et seule la forme de la coque des boutres des pêcheurs ramène le sultanat au temps révolu des 1001 nuits. Les pêcheurs d'aujourd'hui, comme les pêcheurs d'hier, s'acharnent à vider l'océan de ses fruits. Ils voguent à bord de ces bateaux où, de Zanzibar à Ceylan, s'écrivit l'héroïque histoire de la marine arabe. Mais mondialisation oblige, ni les matelots ni les bateaux ne sont plus originaires du sultanat. Les premiers viennent de la péninsule indienne, les autres des Émirats. À l'heure des puces électroniques, on n'a plus besoin ni du vent ni des étoiles pour cheminer sur les eaux. Et il n'y a personne pour regretter le temps des astrolabes. Nous n'avons plus recours à la navigation à voile. C'en est fini de tirer sur les écoutes. Dieu merci, l'époque s'est modernisée. Nous avons les machines qui ont remplacé les instruments. Même pour repérer les bancs de poissons, nous nous servons de l'ordinateur. Grâce soit rendue à Allah. Avant, le bois des boutres venait de Sour. Et puis, la fibre a tout remplacé sur les chantiers navals. L'époque de la marine en bois appartient au passé. Le monde s'est modernisé, et les bateaux avec. La structure des coques n'a pas changé, mais elles sont moulées dans la fibre. En général, nos bateaux sont fabriqués à Dubaï. Ce qui a vraiment changé sur l'océan de Simbad, ce sont les équipages. Petite leçon de globalisation sur le pont d'un boutre en fibre. Mes hommes sont du Bangladesh. Auparavant, les Omanais se pliaient à tous les travaux de peine. À présent, les Omanais, franchement, ils sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. En plus, ils réclament davantage d'argent. Or, l'homme ne peut donner que ce qu'il peut donner. Je partage un curry de poisson avec Mourad, le propriétaire. Mais toute l'eau de la mer d'Oman n'éteindra pas le feu du piment. Puis je reste un long moment à contempler le labeur des Bengalis, en méditant sur les effets du rétrécissement de la planète. Ces hommes, déracinés, vidant la mer d'Oman pour quelques rials de plus, incarnent le nouveau prolétariat global. Ils quittent l'enfer de leur vie et aspirent à un léger mieux-être à des milliers de kilomètres de chez eux. Je poursuis ma navigation terrienne dans les sables du Wahiba. Je me dirige vers la province du Dhofar, un royaume de montagnes arides entaillées de wadis sauvages. On m'a dit qu'il y vivait un peuple libre qui n'avait pas totalement étouffé son goût pour l'indépendance. Je suis aimanté par la proximité du Yémen. Bientôt, je franchirai la frontière et progresserai le long de la côte des pirates jusqu'au cœur du royaume de Saba. Mais pour l'heure, il faut avaler ce cocktail du voyageur, mélange de sable, de piste et de vide, le tout dilué dans un temps infini.
Ce n'est pas la déshydratation cérébrale qui me pousse à courir sur le fil des dunes, mais une fièvre identique à celle qui s'empara de Laurence d'Arabie, la fièvre de l'immensité. Mais le temps n'est plus aux rêves fracassés ni aux gestes inutiles. Place aux choses sérieuses, l'épandage du goudron, le pompage du gaz, le forage du pétrole. La révolte n'a jamais rempli les barils. Aujourd'hui, Oman tire 50% de son PIB de l'exploitation des hydrocarbures. Qu'aurait à faire Laurence dans un monde de robinets? Même les chameaux n'y ont plus leur place. À 100 km de Salalah, en plein massif du Dhofar, les marchands de jadis chargeaient l'encens précieux sur le dos des chameaux pour l'aller diffuser aux 4 vents d'Orient. Aujourd'hui, quelques vieillards opiniâtres, comme Silamar al-Amari, se refusent à oublier la séculaire manière de récolter l'encens sur le flanc des wadis. Avant l'époque du sultan Qaboos, le sultan actuel, l'économie de la région dépendait du boswellia et de l'huile de Liban. Mais ensuite, les Omanais se sont tournés vers l'océan et l'activité maritime. On s'est mis à pêcher le homard, à remonter les poissons au filet, et tout le monde, délaissant l'huile, tirait sa pitance de la mer. Aujourd'hui, les fruits de l'océan s'épuisent. S'ils viennent à manquer un jour, on assistera au retour des hommes au pied du boswellia. Pour moi, cet arbre représente une vraie richesse, la seule vraie richesse à mes yeux. Cette richesse, née de la terre et offerte par la sève pour rejoindre le ciel, irrigua pendant des siècles la mythique route de l'encens, par-delà le royaume de la reine de Saba jusqu'à la République d'Athènes. L'encens qui brûla dans la crèche de la Nativité provenait-il du Dhofar? La sève, une fois séchée, triée et mélangée à diverses huiles, servira à confectionner la poudre fumigène. Au marché de Salalah, des bédouines, voilées comme pour disputer une régate, tiennent des échoppes à encens à destination des touristes. Farida m'enseigne la manière dont les odalisques imprégnaient de fumée leurs soieries pour rendre encore plus entêtants les rendez-vous secrets à l'ombre des moucharabiers. La véritable odeur de l'encens a toujours été celle de l'argent. L'encens est la plus noble manière de faire partir sa fortune en fumée. Le soir, lui, tire son épingle du jour. Demain, je serai au Yémen. De Salalah à la frontière, 200 km de route prise en étau entre la montagne et le littoral. Dans les années 70, les communistes du Front de libération du Dhofar tentèrent la partition. Le sultan Qaboos éteindra une révolte dont il ne reste que des débris de souvenirs. La frontière. La guerre fit rage ici jusqu'à la réunification des années 90 entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. La première impression ici, c'est que le paysage est identique à celui que je viens de quitter. Même route, même horizon. Mais il règne dans l'atmosphère un je ne sais quoi de sauvage et d'anarchique dont je me rendrai compte qu'il constitue la substance du pays. Enfin Al-Mukalla, cité maritime de commerce et de trafic, dont on ne sait si les immeubles s'écroulent de la montagne ou bien montent à l'assaut desVersins. Les dieux du voyage font bien les choses, car le premier habitant d'El-Mukalla à qui je m'adresse est un poète. Ahmed Saïd Boussaba a gagné le prix du meilleur écrivain du pays. L'homme ne peut se contenter d'être poète. Il doit vivre dans l'ordre de l'esprit autant que dans l'ordre de l'action. Il peut par exemple écrire des vers tout en travaillant comme pêcheur, enseignant ou sportif. Son caractère vivifiera toutes ses activités de la même force. Et lorsque je demande à Ahmed Saïd en quoi son pays l'inspire, il mêle dans la réponse le ciel, la terre, l'âme et l'esprit,
et m'explique combien il est vital d'être de quelque part. L'amour de la patrie fait partie de la foi. Les religions révélées incitent l'homme à aimer la terre où il est né. Chaque personne doit sentir et manifester au quotidien son affection pour l'endroit d'où il vient, la terre qu'il a vu naître. Ô mon pays, à toi mon amour et mes rimes, à toi mes penchants et mon inclination, ô mon pays. De cette manière, vous vous adressez affectueusement à votre pays en considérant que tout y est beau. C'est normal d'aimer son pays. Vous buvez son eau, vous y mangez, vous vous y habillez, vous y vivez bien. Muses et muezzines font bon ménage ici. Les 5 appels à la prière quotidien et l'impatronisation d'Allah dans le moindre détail de l'existence n'ont pas tari l'inspiration de Ahmed Saïd. Ma rencontre d'Al-Moukalla présage bien de mon séjour yéménite. En voyage, il vaut mieux rouler que marcher sur un lacet. La monotonie de la route est parfois brisée par un contrôle de police. Comment ça va les artistes? Bien, merci à Allah. Et toi? Bien, Dieu est grand. Ce sont des journalistes? Oui, oui, ce sont des journalistes. Vous avez bien tous les papiers, les tampons? Vous voulez une escorte jusqu'à la prochaine étape? Non, non merci, il n'y a pas de place dans la voiture. D'accord. Allez-y, vous êtes les bienvenus. Ici, les forces de l'ordre sont plutôt accommodantes. Lorsque je parviens au bord du Wadi Dohan, en pleine Hadramaout, je sais que j'ai atteint un des hauts lieux du monde. Un endroit où l'œuvre des hommes a prolongé celle de la nature. Dans ces donjons verrouillant des défilés héroïques, vit un peuple de croyants. Les hommes règlent leurs heures sur la prière. Le moindre village est une caserne gardée par des moines. Le Wadi Dohan m'attend. Devant ces écroulements, les hommes du royaume de Saba ont reconnu une géographie propre à les protéger des tourments de l'histoire. Faisant de ces wadis hostiles des oasis accueillantes, ils ont niché leur village au pied des parois, transformant les canyons en citadelles imprenables. Je vais passer 10 jours dans ce labyrinthe de titans. Les villages eux-mêmes reproduisent l'architecture des canyons. Ici, à Bouddha, les ruelles sinuent comme les oueds, les façades se dressent telles des parois, et le rebord des toits imite le revers des crêtes. Dans l'Hadramaout, la survie des hommes tient à la gestion de l'eau. Sans le génie des sourciers, ces villages ne seraient que des cités mortes. Omar Salem est le bon génie de la source du village et m'emmène au bord de la vasque lustrale dont il a la garde. C'est bien la première fois de ma vie que je descends à la cave pour de l'eau potable. Nous n'avons pas connu de sécheresse depuis 10 ans, grâce aux réserves que nous avons construites en amont. En cas de pénurie, nous avons recours à cette source. Et lorsqu'Allah, le miséricordieux, nous envoie de la pluie, nous n'y puisons pas, nous la laissons se recharger. De toute façon, le puits est intarissable. Lorsque vous y puisez, l'eau rejaillit immédiatement. L'accès à la source est ouvert. Chaque habitant du village peut venir se servir. Et c'est ainsi que par la double grâce d'Allah et des ruissellements géologiques, le ciel et la terre en somme, les Yéménites ont pu prospérer dans ces aridités. Dans chaque oasis, les baradas, fontaines publiques, offrent l'occasion de se rafraîchir et surtout de se rencontrer.
Mohamed Monassar, papetier du village et fin connaisseur des lois de l'eau, n'attend pas de se resservir un autre verre pour me proposer de boire le suivant chez lui. En matière de législation sur l'eau, il existe des règles qui sont reconnues et acceptées de tous. Cette réglementation est consignée dans un registre déposé chez un sage de la vallée. Le système d'irrigation et le partage des eaux est inscrit dans ce cahier qui est gardé par le cheikh d'Al-Massana et qui lui procure une vue d'ensemble du système d'irrigation de toute la vallée. Ces règles sont toujours appliquées, mais le grand problème actuellement est que les territoires cultivés de la vallée sont abandonnés. Les propriétaires émigrent et la jeunesse s'expatrie. La jeune génération a du mal à supporter la rigueur et la dureté de la vie dans la vallée. Ils préfèrent émigrer et partir à l'étranger. Si je fais un détour à Ribat Bahashan, le village voisin, c'est parce qu'y est né l'un des hommes les plus célèbres du monde. Rien ne distingue l'endroit des autres villages. Rien, sinon le soleil du parti islamiste. Ce hameau serait le lieu de naissance de Oussama Bin Laden. Mon rêve serait de traverser le pays d'est en ouest pour rejoindre Sanaa à travers le grand ergue central, antichambre du mythique désert des déserts. Au Yémen, on conduit à tombeau ouvert autant qu'à couteau tiré. L'autorisation que j'attendais de l'administration ne viendra jamais. Le Yémen, terre de tribus, connaît encore une situation intérieure agitée. Le gouvernement ne tient pas trop à ce que les étrangers caracolent en liberté dans des satrapies où l'autorité de la capitale ne parvient que dans un lointain écho. Au carrefour de la route intérieure où voisinent Somaliens, Arabes et Bédouins, dans un de ces magnifiques désordres de l'Orient, je m'accorde une halte pour réviser mes plans. Les auberges des bords de route sont des endroits précieux aux voyageurs. S'asseoir, s'extraire de l'agitation, se reposer, réfléchir, puis repartir là où le cœur vous porte. Je prends la décision de faire route vers la cité de Shibam, au fond du Wadi Hadramaout. Ensuite, il me faudra monter dans un avion pour rejoindre Sanaa. Pour l'heure, je rentre dans la ville par la porte de l'ouest. Je veux percer le mystère de ces citadelles de Pizé, jaillies du sol il y a 10 siècles, avec toutes les caractéristiques d'un urbanisme sophistiqué. Pourquoi les hommes du désert décidèrent-ils un jour de dresser des immeubles dans ce coin-là du monde et de s'y installer, inventant le principe de l'étagement, bien avant les buildings? Une ville de boue est un corps organique, qui vit et qui vieillit, qui mue et se détruit. Elle demande le soin constant des hommes qui la peuplent. La moindre ride doit être colmatée aussitôt qu'apparue. Dans les rues de Shibam, pas un jour sans qu'un chantier ne s'ouvre sur la façade d'une maison. Avant de m'installer dans la maison de mes oncles, j'ai dû restaurer le toit qui était très endommagé et menaçait l'ensemble de l'édifice. Il y a quelques mois, il y a eu de fortes pluies. Les fenêtres du bas et du haut ont été endommagées. Aujourd'hui, j'ai fait appel aux artisans pour qu'ils me les changent. C'est l'ONG allemande GTZ qui nous aide dans nos travaux de restauration. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour nous aider dans ce combat permanent et nous les remercions de leur sollicitude. L'ONG dont parle le propriétaire de cette bâtisse, c'est Thomas Liermann, architecte allemand, qui en est responsable. Venu en visite dans la ville de Pizé, il n'en est jamais reparti et s'est converti à l'islam. Il voue désormais sa vie à la sauvegarde de Shibam, la colossale merveille aux pieds d'argile. L'initiative doit venir de la population locale. Ce sont les habitants qui doivent avoir la volonté et les moyens financiers de rénover leur maison. Bien sûr, cela se fait en fonction de leurs revenus. Notre objectif principal est que nous voulons conserver cette ville comme un véritable lieu de vie, et pas comme un site touristique artificiel déserté par les locaux. On ne peut pas adapter de solutions venues de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit comme Shibam. Donc il faut que nous nous imprégnions du savoir-faire des artisans locaux pour comprendre les techniques traditionnelles. Mais nous devons aussi faire face à des défis de modernisation, comme les conditions hygiéniques et une modification des conditions de vie.
Donc, nous devons établir un processus de rénovation qui permet à la fois la conservation et en même temps d'amener Shibam au standard de vie espéré par les habitants actuels. Et s'il est une chose que les Allemands de Shibam ont bien réussi, c'est justement à restaurer non seulement la boue des murs, mais le ciment de la société, revivifiant l'activité et offrant du travail à ceux qui songeaient à quitter la ville. À 1 kilomètre des remparts, un chantier de confection de briques a été ouvert il y a 10 ans. Je ne peux m'empêcher de me demander si l'énergie de ces hommes se transmet à la boue qu'ils pétrissent et si c'est elle qui irradie si fort dans les murs de Shibam. Les guides de voyage usent d'un sempiternel cliché pour désigner Shibam sous le nom de Manhattan de Pisé. À contempler une dernière fois cette anomalie de l'architecture et de l'histoire, je me prends à penser que c'est plutôt New York qui est une Shibam de verre. Près de Shibam, à l'aéroport de Sayoun, je monte à bord d'un avion. Direction Sanaa. Je fais ce que le gouvernement a toujours fait avec l'épineuse question tribale, je survole le problème. Elles sont peu nombreuses sur Terre. Il y a Venise, New York, Valparaiso peut-être. Les villes où à peine arrivées, on se demande comment faire pour n'en plus jamais repartir. Je comprends que Pasolini ait décrété Sanaa, plus belle ville du monde. Les hommes affluent vers les mosquées, je descends me perdre dans le labyrinthe du souk. Chacun son appel. Ceux qui ne prient pas Dieu se pressent devant le veau d'or. Au soir venu, le marché du vieux Sanaa, l'un des plus grands de la péninsule arabique, bat son plein. Je sais parfaitement ce que je cherche. Un magasin de jambia. Ces poignards que portent les hommes yéménites ont aiguisé ma curiosité. Chez nous au Yémen, un homme est jaugé au vu de sa djambia. Quand vous vous rendez chez des gens, on ne s'intéresse pas tout de suite à votre visage, ni à vos vêtements. On regarde d'abord votre ceinture pour examiner votre djambia. Le poignard renseigne immédiatement votre interlocuteur sur votre origine et votre statut. Un proverbe yéménite dit « Si vous demandez secours à votre frère, il se peut qu'il ne vienne pas, alors que la djambia, elle, sera toujours au rendez-vous. » Mais la djambia est aussi une arme de paix. Ce couteau sert à résoudre de nombreux conflits de façon pacifique. Il offre garantie et recours. Si deux membres de tribus différentes ont un litige qu'ils veulent essayer de résoudre à l'amiable, ils doivent déposer en gage la djambia. On ne pourra rien entreprendre d'hostile tant que la djambia est retenue chez l'autre. Mais si le jugement n'est pas accepté par l'un des deux parties, on peut rompre la trêve en vendant l'objet et ainsi le déshonorer. Quelle est la monstrueuse jambia qui a crevé les nuages qui se pressaient tantôt dans le crépuscule? Une pluie de moussons s'abat sur la ville, mais il faut davantage que quelques hallebardes tombées du ciel pour empêcher le peuple du poignard de vaquer à ses occupations. Dans un souk oriental, sous l'apparente anarchie, règne l'ordre le plus strict. Le marché se divise en royaumes, en confréries. Ma passion pour les couteaux me mène dans le quartier de ceux que j'admire le plus, les forgerons. Eux, les maîtres du feu et du fer, détenteurs du plus vieux secret, continuent à battre sur les enclumes la mesure qui inspira le premier d'entre eux, il y a 5000 ans. Le feu, la fumée, l'eau, le fer,
les principes élémentaires se sont donné le mot ce soir comme dans un rêve d'alchimiste. Près de la porte de Bab al-Yémen, je rencontre par hasard le cheikh Abdou Malik al-Khabat. Tous les jours, escorté de ses sbires, ce chef de quartier déambule dans son territoire, veillant sur ses administrés, prêt à recevoir doléances et requêtes. Cet homme est le garant de la paix du vieux Sanaa. Nous faisons corps avec la ville. La chair des habitants et des vieilles pierres se confondent. Ce sentiment de ne faire qu'un contribue à la beauté de cette cité. Le monde entier le sent, et c'est pour cette raison qu'il aime notre ville. Que Dieu maintienne toujours Sanaa sous cette forme. Nous sommes prêts à la protéger, comme nous protégeons nos âmes. Nous prions pour que le ciment, les parpaings et le fer ne submergent pas tout. Nous souhaitons que Sanaa demeure dans sa robe de briques et de pierre, et qu'elle ne perde jamais sa carnation bistrée. C'est vraiment mon rêve le plus cher. Pourvu que nos fils la sauvegardent quand nous ne serons plus là, car elle est un trésor, un musée vivant. Vous ne pouvez pas faire un pas sans trébucher sur une trace du passé. Que le ciel exauce les rêves du cheikh al-Khabat, et que Sanaa trouve la force de rester ce qu'elle est, un récif de beauté battu par les ressacs de la modernité. Les jardins de Sanaa sont des puits de fraîcheur, des clairières dans la forêt de pierre. Ces parcelles appartenant au jardin d'Al-Madrasa, surplombées d'austères façades, se partagent les soins de 5 ou 6 familles. Pour le voyageur, la halte est délicieuse dans ces havres, peignés par les femmes et les enfants. Dehors, l'agitation du vieux marché, ici, la paix potagère. Direction, la ville moderne. J'ai entendu parler du cheikh Ahmed Saleh Doué. S'il en est un au Yémen qui connaît les subtilités de la loi tribale, c'est lui. Ce dignitaire de la tribu des Bahil est un sage, une sorte de Saint-Louis sans son chêne. Rendant justice selon les us et coutumes des seigneurs bédouins, il reçoit chaque matin tout plaignant qui en fait la demande. Ici, jouer des coudes sert de passe-droit. Les tribus du Yémen sont très différentes. Elles possèdent toutes leurs particularités, avec des usages légaux bien distincts. Ces tribus n'ont pas besoin d'avoir recours à la législation de l'État pour régler leurs différends. Elles tentent toujours de régler ces litiges à l'amiable. Mais bien entendu, le pouvoir central tente de s'imposer, mais la loi tribale résiste bien. Je dirais même qu'elle prévaut. Elle facilite les conciliations et surtout, grâce à elle, l'accord est trouvé beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que je veux? Je veux un salaire. Quoi? Ce n'est pas possible en ce moment. Trouvez-moi une solution. Il n'y a pas de solution. Je jure que nous n'avons pas un centime. Cette année, ils ne nous ont rien donné. Le budget est bloqué au ministère des Finances. Il y a ceux qui demandent un salaire. Il y a ceux qui veulent devenir chèques. Il y a ceux qui doivent renouveler leur carte de chèque. Il y a ceux qui veulent un arbitrage sur un conflit. Voilà, c'est le déluge de problèmes quotidiens que je dois résoudre. Il faut que le document soit tamponné. Comment ça, tamponner? La procédure ne marchera qu'avec le tampon. Ça suffit, allez-y. Dans les tribunaux de l'État, ceux qui sont régis par la charia, ou bien dans les autres cours pénales, nos coutumes tribales n'ont pas de valeur juridique. La loi d'État prescrit de très sévères sanctions pour chaque crime. Mais nous ne sommes pas en reste. Nos coutumes sont parfois encore plus strictes. Prenons le cas du meurtre. Si vous tuez quelqu'un, un civil pacifique, lorsqu'il est en voyage, par exemple, la punition selon la loi tribale sera implacable. On ne se contentera pas seulement de l'exécution du criminel, il faudra, avant de mourir, qu'il s'acquitte d'amendes très importantes. Ainsi, la justice du pays repose-t-elle sur un savant équilibre d'institutions modernes et de permanence féodale. Il est d'autres particularismes que les Yéménites ne braderont jamais, comme de s'intoxiquer librement avec le khat, cette plante qui soigne les corps et emporte l'esprit. Tous les jours,
Près d'un tiers des 22 millions de Yéménites se mettent en quête de khat. Il s'agit de trouver la meilleure plante à meilleur prix. Le gouvernement ne se résout pas à interdire la consommation de cette feuille d'arbre aux effets amphétaminiques. L'OMS, elle, a classé la plante au rang des psychotropes. Et c'est à cause de cette ambiguïté que l'œil des caméras n'est jamais bienvenu dans les marchés de khat. Le khat, plante de l'ange ou du démon. Pas un yéménite ne médirait sur la feuille sacrée. Je suis invité par le musicien Yahya Al-Arfaj à partager une séance de khat avec ses amis dans l'intimité de son diwan, la salle de réunion tout entière dévolue à l'art de la rumination. Observer ces hommes en blanc mastiquer doucement les tendres pousses au son du oud ne donne pas la pire image du khat. Khater, c'est prendre le temps. Le temps de dissoudre les feuilles sous la joue, le temps de macérer les fibres, le temps de laisser l'âme vous monter à la peau et les souvenirs affleurer à la mémoire. Pour beaucoup, c'est une véritable passion. Il y a des gens qui khattent quotidiennement et puis il y a ceux qui le font occasionnellement, le jeudi et le vendredi. Ce moment si privilégié n'existe qu'au Yémen. Lorsqu'on tient salon, pendant le Maghéal, nous pouvons parler de tout, résoudre des problèmes, convenir de célébrer les fiançailles, les mariages de nos enfants. C'est un lieu idéal pour discuter de toutes ces questions domestiques, mais c'est aussi un endroit parfait pour une séance musicale, poétique ou littéraire. À chaque Maghéal, nous abordons une thématique bien précise que nous développons pendant la séance. Difficile de critiquer une pratique enracinée dans l'époque de la reine de Saba et qui allume des regards de douceur dans les yeux des guerriers. Mais difficile aussi d'occulter que le khat engloutit 25% des réserves en eau du pays et que cette addiction de tout un peuple entrave la marche de la nation. Lorsque nous étions petits, nos parents ne nous laissaient pas mâcher le khat. Et même jeunes adultes, nous en étions privés. C'est seulement vers 40 ans que nous pouvions y goûter. De nos jours, le petit gamin dans la rue, dès 7 ou 9 ans, essaye de se procurer du khat. Moi, je dis que c'est une mauvaise habitude. Pour un petit, le khat, c'est néfaste. Pour un adulte, c'est bénéfique. À nos âges, c'est une habitude. C'est normal. Je quitte mes amis avec un drôle de goût dans la bouche. Non pas celui de la sève aigre-douce, mais celui de la perplexité. Que penser de cette substance qui provoque moins de ravages physiologiques que les mauvaises graisses, mais qui engloutit le PIB d'un pays et paralyse la société? Je fais route plein sud, à travers les montagnes coiffées de villages et tapissées de champs de khat. À Sanaa, on m'a recommandé de rencontrer Iman, jeune professeur de français de l'université d'Aden. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre la vie à Sanaa et la vie de Aden, pour les jeunes et surtout les filles. Avant, tout le monde ici à Aden, on ne porte pas le niqab à Aden. Pour les filles, on ne porte pas le niqab. Mais à Sanaa, à cause de l'unification, maintenant il y a beaucoup de femmes à Aden qui portent le niqab. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'islam. Mais ils disent, oh, ça c'est l'islam. Ils montrent quelquefois. Le niqab, ils disent, ça c'est l'islam. Ce n'est pas de l'islam de porter le niqab. Il y a beaucoup de choses. Si je marche avec vous ou avec n'importe qui dans la rue, c'est pas haram si on... Il n'y a rien, mais devant tout le monde. Mais si tout le monde... Ils pensent que haram, ils pensent toujours que haram. Tout le monde après elle parle. C'est pas haram si je vais au restaurant avec mes amis. C'est pas haram. On ne doit pas voler, on ne doit pas mentir. Ça, c'est qui est haram. Mais les autres choses, tout ça, c'est tradition. C'est ça qui m'énerve ici, à Aden. Voilà bien un sourire d'Antigone, plein de courage, pour signifier que la vraie foi se passe de la loi.